Dans la dernière phase de la guerre, même les généraux n'étaient pas à l'abri. Des officiers décorés qui avaient servi le Reich pendant des décennies ont été arrêtés, humiliés et exécutés sans véritable procès. Leur rang, leur parcours ni leur victoire ne comptaient. Il suffisait d'un soupçon de désobéissance. Le pouvoir absolu de Hitler a transformé l'obéissance en loi. Un faux mouvement, une décision prise en première ligne, ou même la passivité face à une conspiration pouvait sceller une condamnation à mort. Certains ont été pendus à Plötzensee avec des fils de piano, d'autres fusillés dans des cours de prison. La ligne entre loyauté et trahison s'est effacée, et la machine répressive a dévoré ses propres commandements. Pourquoi un régime qui dépendait de l'armée a-t-il décidé de purger ceux qui le soutenaient? Qu'est-ce qui a conduit des officiers vétérans à être accusés de lâcheté ou de trahison? Comment un empire militaire a-t-il fini par exécuter ses propres généraux? Le pouvoir en réserve, Fromm et l'armée qui soutenait le Reich. Friedrich Fromm est né à Charlottenburg le 8 octobre 1888. À cette époque, la ville était encore indépendante, avant d'être incorporée à Berlin. Il venait d'une famille de classe moyenne, sans lien avec l'aristocratie ni avec le haut commandement prussien. Sa carrière militaire fut singulière dans un contexte où la plupart des promotions étaient réservées à des officiers d'origine noble. Dès son jeune âge, il orienta sa vie vers la carrière militaire et reçut l'éducation propre à l'armée prussienne, fondée sur la discipline stricte et l'instruction technique. En l'année 1906, il est entré dans l'armée impériale en tant que cadet d'artillerie. Ce corps, considéré comme particulièrement technique, offrait aux officiers sans ascendance aristocratique de meilleures possibilités de progresser. Au cours de ses premières années, il s'est distingué par ses capacités organisationnelles et par un intérêt constant pour la logistique et l'armement. 4 ans plus tard, il a obtenu le grade de lieutenant, assurant une place stable dans la hiérarchie militaire. Avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, il fut affecté au front occidental, où il participa aux opérations en France et en Belgique. Au cours du conflit, il fut promu premier lieutenant puis capitaine. Son expérience dans le conflit le consolida en tant qu'officier d'état-major axé sur la coordination du feu d'artillerie et la gestion de l'approvisionnement des troupes. Il fut décoré des croix de fer de première et deuxième classe, une distinction commune parmi les officiers prussiens de sa génération. Il termina la guerre en 1918 sans blessures importantes et avec un dossier correct. Après la défaite de l'Allemagne et le traité de Versailles de 1919, l'armée impériale fut remplacée par la Reichswehr, limitée à 100 000 hommes. Des milliers d'officiers furent écartés. Mais Fromm resta grâce à sa spécialisation dans l'artillerie et l'armement. Le nombre réduit d'effectifs facilita des promotions plus rapides qu'en temps de paix. Pendant les années 20, il servit dans des unités d'artillerie et dans des bureaux d'armement liés à l'administration militaire. Dans la République de Weimar, la Reichswehr se caractérisait par l'obéissance et l'absence de politique partisane. Fromm partageait cette orientation, restant un professionnel discipliné, centré sur la technique et le contact avec les commandements d'artillerie et d'intendance. En 1932, il avait atteint le grade de major, consolidé en tant que spécialiste des munitions. L'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir en 1933 et le processus de réarmement ont généré de nouvelles opportunités. Alors que certains officiers montraient de la prudence, Fromm s'est adapté et a été considéré comme fiable. Il s'est affilié au Parti national-socialiste, bien que sans activité politique visible. Sa décision répondait plus à la nécessité d'assurer une continuité dans la carrière qu'à des convictions idéologiques. En 1935, avec la création de la Wehrmacht, il fut promu colonel et affecté à l'état-major de la R dans les domaines de l'armement et des remplacements. Il entretenait de bonnes relations avec Ludwig Beck, alors chef d'état-major général, qui le considérait comme un administrateur efficace. 2 ans plus tard, il fut nommé chef de l'armement et du commandement de remplacement. Ce poste lui accordait un pouvoir significatif, car l'Ersatz-Heer contrôlait la formation et l'affectation des recrues, en plus de garantir la sécurité interne. Tous les nouveaux soldats passaient par sa structure avant d'être envoyés au front. L'annexion de l'Autriche en 1938 et la mobilisation générale de 1939 ont encore accru l'importance de l'Ersatz-Heer. Depuis son poste, Fromm connaissait en détail la capacité réelle de l'armée allemande à soutenir des campagnes prolongées.
Les rapports qu'il supervisait avertissaient des limites de la mobilisation et de la difficulté à couvrir les pertes dans une guerre totale. Au cours des premières années du conflit mondial, il a maintenu un profil politique bas, mais son influence a éveillé la méfiance parmi les figures du régime. Wilhelm Keitel, chef de l'Oberkommando der Wehrmacht, et Joseph Goebbels, ministre de la propagande, se méfiaient d'un commandement disposant de troupes à l'intérieur de l'Allemagne, notamment à Berlin. Son pouvoir faisait de lui un acteur potentiel dans toute conspiration. Hitler, cependant, appréciait son efficacité administrative et le maintenait en poste. La fonction de l'Ersatzer était essentielle après le début de l'opération Barbarossa en 1941, lorsque les pertes sur le front oriental ont augmenté de façon exponentielle. Fromm a élaboré des plans de réorganisation pour maintenir la capacité de combat malgré les pertes. En reconnaissance de son travail, il a été promu général d'artillerie en 1939 et colonel général en 1940. En 1942, il était l'un des officiers de plus haut rang sans avoir commandé de troupes en campagne, situation qui créait des tensions avec des collègues qui attribuaient sa promotion à l'administration plutôt qu'à ses mérites en combat. L'Ersatzer était composé de 20 districts militaires répartis à travers l'Allemagne, avec des divisions de remplacement et des centres d'instruction. Fromm supervisait le recrutement, la formation de base et la distribution des soldats. Chaque année, des centaines de milliers d'hommes passaient sous son commandement. Il avait également autorité sur les unités de sécurité interne chargées de protéger les installations stratégiques ou de réprimer les troubles. Ses responsabilités incluaient également la coordination avec l'industrie de l'armement. En tant que chef de l'armement, il devait s'assurer que les soldats disposaient du matériel nécessaire. Sa relation avec Albert Speer, ministre de l'Armement, était étroite, bien que non dépourvue de friction. Speer appréciait sa capacité à exposer clairement les problèmes techniques lors des réunions avec Hitler, mais cette même franchise a généré des tensions avec Keitel et Goebbels. En 1942, Hitler a restreint l'accès de Fromm aux réunions privées avec Speer après des désaccords sur les réserves stratégiques. Malgré cela, il est resté en poste, dirigeant un appareil qui restait fondamental pour la prolongation de l'effort de guerre. La confrontation avec Keitel est devenue une constante. Depuis l'Oberkommando der Wehrmacht, on cherchait à soumettre l'Ersatzer au contrôle direct du haut commandement, tandis que Fromm défendait son autonomie. La méfiance de Goebbels renforçait ces tensions, avec des accusations dans ses journaux sur une loyauté douteuse du général. À mesure que la guerre se tournait contre l'Allemagne, le poste de Fromm prenait un caractère plus délicat. Il avait un accès privilégié à des informations sur les pertes croissantes, les difficultés de recrutement et la diminution de la production d'armement. Cette connaissance faisait de lui une figure clé pour les officiers qui recherchaient des alternatives à la direction politique et militaire en place. L'armée de réserve qu'il dirigeait n'était pas au front, mais constituait une force capable de s'impliquer dans le destin interne du Reich. Le 20 juillet 1944, en début d'après-midi, une charge explosive a détonné dans la salle de conférence de la Tanière du Loup, le quartier général d'Adolf Hitler en Prusse orientale. L'explosion a détruit une partie de la construction en bois, a provoqué plusieurs morts et a fait des blessés, mais le dictateur a survécu avec des blessures légères. En quelques minutes, la nouvelle a commencé à se répandre à Berlin. Au milieu de la confusion initiale, des messages contradictoires ont circulé. Certains assuraient qu'Hitler était mort, d'autres informaient qu'il était blessé, mais vivant. Dans son bureau du Bendler Block, siège de l'armée de réserve à Berlin, Friedrich Fromm reçut les premiers rapports de l'explosion. Sa situation était particulièrement délicate. Depuis plusieurs mois, il avait connaissance d'officiers mécontents de Hitler, certains d'entre eux sous ses ordres. Klaus von Stauffenberg, son chef d'état-major adjoint, avait participé à des réunions secrètes et était devenu une figure centrale dans la préparation de l'attentat et du coup d'État qui devait succéder à la mort du Führer. Fromm n'avait pas dénoncé de telles activités, mais il ne s'était pas non plus joint à la conspiration. Son attitude avait été d'attente, conscient que, en tant que chef suprême de l'armée de réserve, toute issue le placerait au centre de la crise. Ce même jour, Stauffenberg est retourné à Berlin après avoir placé la bombe et, avec ses compagnons, a activé l'opération Walkyrie.
Le plan, initialement conçu pour assurer l'ordre en cas de soulèvements internes, avait été modifié afin d'être utilisé comme instrument du coup d'État. Sa mise en œuvre prévoyait la mobilisation d'unités de l'armée de réserve à Berlin et dans d'autres villes pour arrêter les dirigeants nazis, contrôler les bâtiments officiels et garantir la maîtrise des communications. Pour y parvenir, la signature de Fromm était indispensable, ou bien sa neutralisation pour émettre des ordres en son nom. Lorsque Stauffenberg se présenta au Bendler Block, il informa Fromm que Hitler était mort dans l'explosion. Il lui demanda de rejoindre l'opération et de soutenir par son autorité la mobilisation prévue. Fromm, sceptique face à l'absence de preuves claires, refusa de s'engager. Face à sa résistance, les conspirateurs décidèrent de l'arrêter et le maintinrent en détention dans l'une des dépendances du bâtiment. Pour légitimer leurs ordres, ils falsifièrent sa signature sur les documents qui lançaient « Valkyrie », de sorte que les troupes mobilisées reçoivent des instructions apparemment émises par leur chef naturel. L'atmosphère à Berlin est devenue confuse. Dans certaines garnisons, les officiers ont obéi aux ordres provenant du Bendler Block, croyant qu'ils venaient de Fromm. Dans d'autres, la loyauté envers Hitler a prévalu et une communication directe de l'Oberkommando der Wehrmacht a été attendue. La situation s'est précipitée lorsque des messages ont été confirmés depuis la tanière du loup. Hitler était vivant et avait pris contact direct avec Berlin. La crédibilité des conspirateurs s'est affaiblie immédiatement. Au Bendler Block, Fromm était toujours en détention alors que le coup d'État s'effondrait. À mesure que l'après-midi avançait, les troupes loyales au régime commencèrent à entourer le bâtiment et la pression augmenta. Vers minuit, l'opération était pratiquement vaincue. Les principaux conspirateurs, parmi lesquels Stauffenberg, le général Friedrich Olbricht et le lieutenant Werner von Haeften, étaient isolés. À ce moment-là, Fromm fut libéré et reprit le commandement. Sa réaction fut immédiate. Il ordonna la constitution d'un conseil de guerre sommaire contre les principaux impliqués. Le général Ludwig Beck, également présent au Bendler Block, tenta de se suicider en se tirant dessus, mais survécut blessé. Fromm ordonna qu'il soit exécuté immédiatement. Peu après, Stauffenberg, Olbricht et Haeften furent conduits dans la cour du bâtiment et fusillés en quelques heures, sans procès formel ni possibilité de défense. La procédure fut précipitée et exécutée rapidement. La décision d'agir de cette manière répondait à la nécessité pour Fromm de réaffirmer sa loyauté au régime et d'effacer tout soupçon de connivence. Il savait que son silence concernant les activités de ses subordonnés pouvait être interprété comme de la complicité. Avec l'exécution immédiate, il essayait de se présenter comme l'officier qui avait étouffé le coup et non comme quelqu'un qui l'avait permis. Cependant, l'effet fut le contraire. Lorsque Joseph Goebbels apprit les exécutions, il commenta que Fromm s'était trop précipité pour enterrer des témoins. Dans le cercle dirigeant, on interpréta que son action ne cherchait pas la justice, mais l'autoprotection. De plus, Hitler avait ordonné que les conspirateurs soient capturés vivants pour être interrogés et utilisés dans des procès publics. La fusillade fit échouer ses plans. Heinrich Himmler, chargé de diriger la répression ultérieure, considéra la conduite de Fromm comme un indice de participation indirecte à la conspiration. Dans les jours suivants, Fromm a été arrêté par la Gestapo sur ordre de Himmler. Son cas a été renvoyé au Volksgerichtshof, le tribunal du peuple présidé par Roland Freisler. Bien qu'aucune preuve concluante d'une implication directe dans l'attentat n'ait été présentée, il a été accusé de lâcheté et de négligence pour ne pas avoir empêché la conspiration au sein de son propre état-major. Le tribunal a soutenu qu'en tant que commandant de l'armée de réserve, il était responsable de la discipline et de la fidélité de ses subordonnés. Pendant le processus, les documents qui pouvaient le relier à la conspiration avaient été signés sous la contrainte ou falsifiés. La défense a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas d'éléments pour l'incriminer, mais que le procès obéissait à des critères politiques plus que juridiques. La rapidité avec laquelle il avait ordonné d'exécuter les putschistes est devenue l'une des principales preuves à charge. Pour le tribunal, c'était un geste d'opportunisme qui confirmait son manque de loyauté envers le Führer. Le verdict fut la condamnation à mort. Dans son journal, Goebbels a écrit que Fromm avait agi avec faiblesse et qu'il méritait la punition. Albert Speer, ministre de l'Armement, a tenté d'intercéder en sa faveur. Il a rédigé un long document dans lequel il défendait le parcours de Fromm en tant qu'administrateur militaire efficace.
Sa tentative s'est avérée inutile. La décision était prise d'avance. La condamnation de Fromm s'inscrivait dans la vague répressive qui a suivi le 20 juillet. En quelques semaines, des milliers de personnes ont été arrêtées. Environ 200 ont été exécutées et près de 5000 envoyés en prison ou dans des camps de concentration. Des officiers de haut rang comme Erwin von Witzleben et d'autres impliqués ont été exécutés dans la prison de Plötzensee, beaucoup d'entre eux par pendaison avec des fils métalliques. L'exécution de Fromm ne répondait pas à des preuves spécifiques, mais à la logique politique d'éliminer toute trace d'autonomie dans le sommet militaire. En mars 1945, il a été transféré à la prison de Brandenburg-Gurden où la sentence a été exécutée. Contrairement à la plupart des condamnés pour le complot, Fromm a été fusillé, une méthode considérée comme plus digne dans la tradition militaire. Cette différence reflétait une reconnaissance implicite de son rang, bien qu'elle n'annulait pas la condamnation de lâcheté qui pesait sur lui. Le dénouement de Fromm montre comment, dans les derniers mois de la guerre, la frontière entre loyauté et trahison s'estompe dans la pratique quotidienne des commandements militaires. Sa tentative de se sauver en accélérant l'exécution des conspirateurs ne lui a pas assuré de protection, mais a renforcé le soupçon qu'il agissait en fonction de ses propres intérêts. Dans un système où la loyauté absolue était la seule garantie de survie, cette ambiguïté est devenue sa sentence définitive. Après le verdict de condamnation prononcé par le Volksgerichtshof, Friedrich Fromm a été transféré à la prison de Brandenburg-Gurden, située à environ 70 km à l'ouest de Berlin. Depuis 1940, ce complexe était devenu l'un des principaux centres d'exécution du Reich, équipé à la fois pour les fusillades militaires et pour les décapitations par guillotine. L'arrivée de Fromm, en mars 1945, le plaçait dans le même destin que des centaines d'opposants politiques, de criminels de droit commun et d'officiers accusés de trahison. Le transfert a coïncidé avec l'effondrement militaire du Troisième Reich. L'armée rouge avançait vers le fleuve Oder et la capitale allemande était à quelques semaines d'être encerclée. Malgré l'imminence de la défaite, l'appareil judiciaire et répressif continuait d'exécuter des sentences. La discipline interne était considérée comme prioritaire, même dans un contexte de désastre militaire. Fromm, en qualité de général de haut rang, a été traité conformément au protocole militaire, non comme un prisonnier ordinaire. Pendant les jours précédant l'exécution, il est resté enfermé dans une cellule individuelle. Les registres pénitentiaires indiquent qu'il a été formellement informé de la sentence et qu'on lui a offert la possibilité de laisser une dernière déclaration. Selon des témoignages recueillis après la guerre et des références dans les mémoires d'Albert Speer, Fromm a exprimé qu'il avait toujours servi l'Allemagne et que son intention avait été de chercher le meilleur pour le pays. Cette affirmation a été enregistrée comme ses dernières paroles officielles. Le 12 mars 1945, dans la matinée, les gardiens l'ont conduit dans la cour d'exécution de Brandenburg-Gurden. C'était un espace clos à l'intérieur de l'enceinte pénitentiaire, habituellement destiné aux fusillades de caractère militaire. Contrairement à d'autres impliqués dans le complot du 20 juillet, exécutés à Plötzensee par des méthodes conçues pour l'humiliation publique, Fromm a reçu le traitement réservé aux généraux. Un peloton d'exécution a exécuté la sentence rapidement. Le protocole suivait des étapes strictes. Le condamné était conduit sur le lieu accompagné d'un officier qui lisait la résolution judiciaire. En face de lui se situait un peloton composé de plusieurs soldats alignés pour tirer simultanément. Dans certains cas, il était offert au condamné un bandeau pour se couvrir les yeux, dans d'autres, la possibilité de le refuser. Il n'existe pas de preuves claires sur le choix de Fromm. Selon des rapports ultérieurs, il aurait prononcé avant le tir une phrase affirmant qu'il mourrait parce qu'il en avait reçu l'ordre, tout en réitérant qu'il avait toujours souhaité le meilleur pour l'Allemagne. Après l'ordre de feu, les projectiles ont impacté le torse et la mort s'est produite immédiatement. Le corps a été retiré et transporté au crématorium local. Aucun enterrement public ni sépulture identifiable n'a été autorisé. Le destin final de ces restes n'a pas été enregistré, suivant la pratique d'effacer les traces physiques de ceux condamnés pour trahison. Dans les cercles dirigeants nazis, les réactions reflétaient l'ambiguïté de sa figure. Joseph Goebbels nota dans son journal que Fromm avait reçu le châtiment mérité pour sa lâcheté.
Il souligna qu'on n'avait pas pu prouver de lien direct avec l'attentat, mais que son manque de mesures pour le prévenir justifiait la condamnation. L'interprétation officielle le présentait comme un officier qui n'avait pas montré la fermeté nécessaire pour sauvegarder le Führer. Albert Speer, en contraste, a relaté dans ses mémoires qu'il a essayé d'intercéder en faveur de Fromm avant l'exécution. Dans une lettre adressée au ministre de la Justice, Otto Thierack, il a défendu le parcours administratif du général et a argumenté que la sentence manquait de base objective. Thierack a rejeté la demande, indiquant que la décision émanait directement de Hitler et qu'il n'y avait pas de marge pour une révision. Speer se rappellerait plus tard que, même dans des conversations informelles, il a reçu des réponses confirmant que le sort de Fromm était scellé. L'exécution s'inscrivait dans le cadre d'une vague plus large de purges après le 20 juillet. Alors que les principaux conspirateurs étaient présentés comme des traîtres ouverts, le cas de Fromm représentait une catégorie distincte, celle des officiers accusés de passivité ou de ne pas avoir empêché la conspiration. Son sort servait d'avertissement pour d'autres commandements militaires, leur rappelant que l'inaction pouvait être considérée aussi dangereuse que la participation directe. Le choix du peloton d'exécution et non de la pendaison, ainsi que l'absence de film, ont différencié son processus de celui des autres exécutés. Le régime ne le considérait pas comme un ennemi politique prioritaire, mais comme un officier dont l'ambiguïté ne pouvait pas être tolérée. La méthode employée transmettait un message spécifique. Même les généraux de haut rang pouvaient être éliminés s'ils étaient perçus comme ayant la moindre faute de loyauté. La documentation conservée sur la procédure est limitée. Une grande partie des informations provient de mémoires et d'archives fragmentaires du tribunal populaire. Il n'existe aucun enregistrement graphique, ce qui le distingue d'autres cas où Hitler a ordonné de filmer les exécutions pour usage privé. En conséquence, la mort de Fromm est restée discrète, sans valeur de propagande vers l'extérieur, bien qu'elle ait été commentée dans l'environnement du parti et consignée dans les notes de Goebbels. Sa figure a été marquée par cette condition intermédiaire. Pour le régime, il était l'exemple d'un officier qui n'avait pas démontré la fermeté requise à un moment critique. Pour certains contemporains, en revanche, il représentait un administrateur efficace qui a été éliminé par commodité politique. Sa fin à Brandenburg symbolisait la clôture d'une carrière caractérisée par le contrôle de l'un des appareils militaires les plus influents du Reich et, en même temps, montrait jusqu'à quel point la répression a atteint des commandements de haut rang dans les derniers mois de la guerre. Hans Emil Otto Graf von Sponeck est né le 12 février 1888 à Düsseldorf. Il était le plus jeune et le seul fils de Emil August Joseph Anton Graf von Sponeck et de Maria Courtin. La mort prématurée de son père cette même année a laissé la famille sous la garde de la mère. Son enfance s'est déroulée à Fribourg-en-Brisgau, dans un environnement marqué par le nom de famille noble qui lui conférait un prestige social, bien que la famille ne faisait pas partie des élites les plus influentes de l'aristocratie prussienne. En 1898, il est entré dans le corps des cadets de Karlsruhe. Là, il a reçu une instruction militaire classique avec des études générales combinées avec un entraînement physique et tactique. Il s'est distingué comme gymnaste et joueur de football, en plus d'obtenir le poste de chef de cadet à 17 ans, un poste qui reflétait sa capacité de leadership. Le 19 mars 1908, il a été nommé lieutenant de l'armée impériale. La même année, il s'est marié et peu après, il a atteint le grade de capitaine, consolidant ainsi sa position dans le corps des officiers. Pendant la Première Guerre mondiale, il a servi comme officier d'infanterie sur le front, travaillant comme aide de bataillon. Il a été blessé à 3 reprises et a été promu progressivement jusqu'à atteindre le grade de lieutenant-colonel en 1916. Il a reçu les croix de fer de première et deuxième classe en reconnaissance de son service. À la fin du conflit, il a rejoint le courant des officiers qui ont cherché à poursuivre leur carrière dans la petite armée de la République de Weimar. Entre 1924 et 1934, il occupa différents postes à l'état-major. Il fut chef d'un régiment d'infanterie à Neustrelitz et en 1925, il reçut la distinction de chevalier d'honneur de l'Ordre de Saint-Jean, une institution liée à la tradition nobiliaire prussienne. Jusqu'à la fin de 1937, il dirigea le régiment d'infanterie numéro 48 à Döberitz, une affectation considérée comme prestigieuse. À cette étape,
Il fut transféré à la Luftwaffe avec pour mission d'organiser des unités de parachutistes, ce qui démontrait la polyvalence de sa carrière. En février 1938, pendant la crise générée par le cas Blomberg-Fritsch, il fut promu général de division. Son nom apparut lié de manière indirecte à Werner von Fritsch quand certains signalèrent que Sponeck avait montré sa disposition à le soutenir face à Hitler. Bien que cela ne fût que des rumeurs, cela fut enregistré dans les archives de l'époque. Cette même année, il témoigna lors du procès de Fritsch où Hermann Göring, en tant que président du tribunal, le traita avec dédain. Malgré ces tensions, il fut désigné commandant de la 22e division d'infanterie, chargé d'entraîner des troupes aéroportées. Avec le début de la Seconde Guerre mondiale, sa carrière a pris une nouvelle direction. Le 1er février 1940, il a été promu général de division et sa division a participé à l'offensive contre les Pays-Bas en mai de cette année-là, sous le commandement de Kurt Student. L'objectif était de capturer des positions stratégiques à La Haye par une attaque aéroportée. L'opération n'a pas atteint le succès escompté. Les forces parachutistes ont subi des pertes considérables et Sponeck a failli être fait prisonnier par les troupes néerlandaises. Il a réussi à s'échapper, mais l'épisode a marqué la campagne. Quelques jours plus tard, le bombardement de Rotterdam et la reddition des Pays-Bas ont modifié l'équilibre de l'opération. Malgré les résultats initiaux, son action a été reconnue comme un acte audacieux et il a reçu la croix de chevalier de la Croix de Fer, l'une des plus hautes distinctions de l'armée allemande. En 1941, pendant l'opération Barbarossa, Sponeck fut affecté à la 11e armée sous le commandement d'Erich von Manstein. Son unité faisait partie du groupe d'armée sud avec pour mission de progresser à travers l'Ukraine vers la Crimée. Après une période d'absence pour cause de maladie, il retourna au front et prit le commandement du 42e corps d'armée, auquel la 46e division d'infanterie était subordonnée. Sa responsabilité principale était de sécuriser la péninsule de Kertch après l'avance initiale. Le 26 décembre 1941 a commencé l'offensive soviétique en Crimée. Des troupes ont débarqué à Kertch et au mont Opuk avec le soutien de renforts prévus pour Théodosie. L'opération menaçait d'encercler la 46e division dans la péninsule. Le 28 décembre, les forces de Sponeck ont réussi à éliminer une des têtes de pont, mais le risque d'isolement persistait. Il a demandé l'autorisation de se replier au détroit de Parpatch et de réorganiser les défenses, mais le commandement supérieur a refusé sa demande à 3 reprises. Le 29 décembre, la situation est devenue critique. Des troupes soviétiques ont débarqué à Théodosie, ce qui menaçait directement l'arrière de la division. Sponeck eut moins d'une demi-heure pour décider. Contre les ordres, il ordonna la retraite. Son intention était d'éviter que ses 10 000 soldats soient encerclés. La manœuvre s'est déroulée dans des conditions extrêmes, température sous zéro, tempête de neige et manque de ravitaillement. Pendant presque 2 jours, les unités ont marché vers l'ouest, perdant de nombreux hommes à cause du gel et de l'épuisement. La plupart des chevaux sont morts et une grande partie du matériel lourd, y compris l'artillerie, a été abandonnée. Le 31 décembre, la division atteignit le détroit de Parpatch où elle improvisa une ligne défensive. Le 1er janvier 1942, les Soviétiques lancèrent une nouvelle attaque qui fut contenue grâce au soutien d'artillerie transporté par chemin de fer. Les renforts permirent de détruire 16 chars T-26 et de stabiliser les positions. La retraite ordonnée par Sponeck avait évité la destruction de la division, bien que cela ait conduit à la perte d'une grande partie de l'équipement lourd et à une désobéissance flagrante aux ordres de maintenir la position. L'épisode de Kertch a défini la trajectoire de Hans Graf von Sponeck. D'un côté, il avait sauvé ses troupes d'une annihilation presque certaine. De l'autre, il avait désobéi à une directive qui exigeait de résister sans reculer, politique établie par Hitler après les premières défaites de l'hiver soviétique. La décision d'un commandant de corps d'armée de retirer ses unités a constitué un défi direct à cette politique, à un moment où le régime renforçait la discipline absolue à tous les niveaux du commandement. Le 23 janvier 1942 commença à Berlin le procès judiciaire contre le lieutenant-général Hans Graf von Sponeck. Le tribunal militaire était présidé par Hermann Göring en sa qualité de maréchal du Reich et président du Reichstag. L'accusation se concentrait sur la désobéissance sur le champ de bataille.
Il était accusé d'avoir ordonné le retrait de la 46e division d'infanterie depuis la péninsule de Kertch sans autorisation du commandement supérieur, en contravention aux ordres explicites de maintenir les positions à tout prix. La procédure a été brève. La défense a soutenu que la décision n'avait pas constitué un acte d'insubordination, mais une mesure tactique indispensable pour éviter la destruction de la division. Sponeck a expliqué que la situation avait changé après le débarquement soviétique à Théodosie et qu'en ordonnant le retrait, il disposait de moins d'une demi-heure pour empêcher un encerclement complet. Il a rappelé qu'il avait demandé l'autorisation à 3 reprises, toutes ayant été refusées. Le tribunal a agi sous l'influence de la politique établie par Hitler depuis décembre 1941. Aucun retrait ne pouvait être effectué sans approbation directe. Cette directive était devenue un dogme. L'accusation a souligné que, bien que la manœuvre ait sauvé des milliers de soldats, elle avait entraîné la perte de matériel lourd et contredit les ordres supérieurs. Le verdict a été la condamnation à mort. Sponeck a été déclaré coupable de désobéissance et condamné à être fusillé. Cependant, Hitler a décidé de commuer la peine en 6 ans de prison. La motivation de cette décision n'a pas été clairement enregistrée. Certaines sources suggèrent qu'il a apprécié la carrière antérieure du général et a préféré en faire un exemple de discipline brisée plutôt que de l'éliminer immédiatement. D'autres contemporains ont indiqué que l'intervention d'officiers de l'armée de terre qui respectaient Sponeck a pu influencer la commutation. Après le verdict, il a été transféré à la forteresse de Germersheim, en Rhénanie-Palatinat, un bâtiment militaire reconverti en prison. C'est là qu'il a commencé sa période de réclusion. Le régime pour les officiers de haut rang différait de celui imposé aux prisonniers ordinaires. Sponeck disposait d'une cellule individuelle, pouvait lire et écrire, et recevait des visites de sa famille. Son épouse voyageait fréquemment depuis Berlin et pouvait rester avec lui pendant 1 semaine par mois. Son jeune fils, Hans Christoph, venait également le voir, âgé alors de 5 ans. La vie quotidienne à Germersheim était marquée par l'isolement. Le contact avec l'extérieur était limité et toute communication était surveillée. Sponeck consacrait son temps à la lecture, à des exercices physiques et à la correspondance, toujours soumise à la censure. Dans ses lettres, il s'abstenait de commentaires politiques et se concentrait sur des affaires familiales. La prison ne représentait pas un lieu de punition physique extrême, mais bien un environnement d'incertitude permanente. Les détenus de haut rang étaient conscients que leur destin dépendait de décisions politiques à Berlin. Bien que la condamnation formelle fût de 6 ans, Sponeck savait qu'Hitler pouvait la modifier à tout moment, que ce soit pour ordonner son exécution ou, dans des circonstances exceptionnelles, sa libération. La surveillance de la Gestapo est restée constante. Heinrich Himmler l'a inclus dans les listes d'officiers considérés comme peu fiables. Bien qu'il n'y ait aucune preuve de sa participation à des conspirations, sa désobéissance à Kertch et sa réputation d'officier indépendant suffisaient à le mettre sous suspicion. Pour le régime, le manque d'adhésion explicite au parti équivalait à une menace latente. Au sein du haut commandement, son nom a continué à faire l'objet de débats. Certains le considéraient comme un exemple de ce qui se passait lorsqu'on enfreignait la discipline. D'autres, notamment d'anciens compagnons, le voyaient comme un officier qui avait privilégié la survie de ses hommes face à des ordres rigides. Aucune de ces opinions n'a eu d'effet pratique, mais elles ont maintenu vivante la discussion autour de sa personne. En termes politiques, Sponeck occupait une position ambiguë. Il n'était pas un opposant déclaré au régime, mais pas non plus un partisan actif. Il avait rempli ses devoirs militaires sans s'identifier à l'idéologie du parti, et cette distance le rendait suspect aux yeux des autorités. À Germersheim, il a maintenu des habitudes militaires. Il se conformait à des routines d'ordre et de ponctualité, et ceux qui l'ont connu pendant cette période le décrivaient comme un homme réservé, sans expression de ressentiment, mais sans attentes optimistes non plus. La guerre avançait hors des murs, tandis qu'il restait à l'écart, sans certitude quant à son avenir. Les conditions matérielles se sont maintenues pendant les premières années, bien qu'elles se soient détériorées à mesure que le conflit se prolongeait. La pénurie générale a également touché la prison, bien que les officiers de haut rang reçoivent des rations légèrement meilleures que les prisonniers ordinaires. Sponeck complétait son alimentation grâce aux colis envoyés par sa famille. La relation avec les gardes était distante mais respectueuse. Le contact avec sa femme et avec son fils
a été un facteur déterminant dans sa vie de détenu. Les visites, bien que contrôlées, offraient un lien avec l'extérieur. Des années plus tard, son fils se souviendrait de ces séjours comme des rencontres brèves, marquées par la rigidité de l'environnement pénitentiaire, mais chargées de signification familiale. Au fil des mois, la détérioration de la situation militaire du Reich est devenue évidente même derrière les murs de la prison. Les avancées soviétiques et les bombardements alliés sur le territoire allemand perturbaient l'atmosphère à Germersheim. Les rumeurs parvenaient aux détenus à travers la presse officielle et les commentaires des gardes. Sponeck suivait ces nouvelles avec attention, bien que sans accès à des informations privilégiées. En 1943 et 1944, avec la croissance des conspirations contre Hitler, les officiers prisonniers ont acquis une valeur symbolique. Sponeck, bien qu'il ne fasse partie d'aucun réseau de conspirateurs, était vu comme quelqu'un qui, par le passé, avait remis en question la politique de résistance absolue. Pour Himmler, il représentait un général dont la libération éventuelle pourrait encourager l'indiscipline au sein de l'armée. Mort sans procès, Sponeck face au peloton du Reich. Le 20 juillet 1944, tandis que des officiers allemands tentaient d'assassiner Adolf Hitler lors d'un attentat à l'explosif dans la tanière du Loup, Hans Graf von Sponeck était emprisonné dans la forteresse de Germersheim, où il purgeait la peine imposée 2 ans auparavant pour sa décision de retirer la 46e division d'infanterie de la péninsule de Kertch. En prison, il a entendu la nouvelle à la radio. Comme les autres détenus, il n'a pas eu accès aux détails, uniquement aux communiqués officiels annonçant l'échec du coup d'État et la survie du Führer. La réaction du régime fut immédiate. Hitler désigna Heinrich Himmler, responsable direct de la répression, lui accordant le contrôle de l'enquête et de l'exécution des mesures contre les suspects. Parmi les premiers noms cités figurait celui de Sponeck. Son historique de désobéissance à Kertch le rendait, aux yeux de Himmler, potentiellement dangereux, bien qu'il fût emprisonné depuis 1942. La décision fut sans appel. Il devait être éliminé avant de devenir un symbole pour d'autres commandements militaires. L'ordre est arrivé sans procédure judiciaire supplémentaire. Il n'y a pas eu de procès devant le Volksgerichtshof ni de nouveau conseil de guerre. L'instruction était d'exécuter la condamnation en attente de fusillade sans plus de délai. De cette manière, le régime liait son élimination à la conspiration du 20 juillet, bien qu'il n'y ait pas de preuve qu'il y ait participé. La rapidité de la décision répondait à la logique de purge généralisée qui caractérisait ces jours. Le 23 juillet 1944 fut fixé comme date de l'exécution. Le matin, Sponeck fut informé du dénouement. Selon le témoignage d'un prêtre qui l'assista pendant ces dernières heures, il reçut la nouvelle avec calme et demanda à participer à l'Eucharistie avant d'être conduit au lieu de l'exécution. L'aumônier lui administra les sacrements dans la chapelle de la prison et enregistra que le général exprima sa foi chrétienne et sa conviction d'avoir toujours agi conformément à son devoir militaire. Après la cérémonie religieuse, il a été conduit dans la cour réservée aux exécutions. Contrairement à d'autres officiers directement impliqués dans l'attentat qui seraient pendus dans la prison de Plötzensee dans des conditions d'humiliation, Sponeck a subi la procédure réservée aux généraux, la mort par peloton d'exécution. La différence était due à son rang ainsi qu'au fait que sa condamnation découlait d'un acte de désobéissance militaire et non de conspiration politique directe. Le protocole a été respecté sans altération. Le peloton, composé de plusieurs soldats sous la supervision d'un officier, s'est placé face au prisonnier. On lui a offert de se couvrir les yeux et de lier ses mains, mais il a refusé les 2 options. Il a préféré faire face à ses exécuteurs avec les yeux découverts et les bras libres. Selon le témoignage du prêtre, avant de recevoir l'ordre de feu, il a prononcé quelques mots brefs. Pendant 4 décennies, il avait servi l'Allemagne et espérait que sa mort puisse signifier un avenir meilleur pour sa patrie. L'ordre fut donné immédiatement, les balles ont touché son torse et la mort est survenue instantanément. Le chapelain a raconté par la suite que Sponeck est resté debout jusqu'au dernier moment, sans signe visible d'hésitation. Après l'exécution, le corps a été retiré rapidement. Aucun enterrement public ni cérémonie commémorative n'a été autorisé. Il a été enterré discrètement à Germersheim, sous la stricte règle d'interdire les discours ou actes qui pourraient transformer sa mort en un geste symbolique d'opposition.
Seul un Notre Père a été autorisé lors de l'enterrement, sans mention au-delà de son nom et de son rang. La famille a ensuite été informée. À son épouse, il a été interdit d'organiser des funérailles à Berlin et elle n'a pas pu organiser d'actes publics de commémoration. Leur fils, Hans Christoph, était trop petit pour comprendre la portée de la nouvelle. Le souvenir familial est resté associé aux années de prison et aux visites surveillées, sans possibilité d'un adieu formel. Dans les années suivantes, les autorités d'occupation alliées puis l'administration allemande ont exhumé les restes de Sponeck. Ils ont été transférés au cimetière militaire de Dahn, dans la forêt du Palatinat. Là, il a été enterré aux côtés d'autres officiers morts pendant la guerre. Lors de cette nouvelle inhumation, une reconnaissance officielle limitée, de caractère strictement militaire, sans référence politique, a été autorisée. L'exécution de Sponeck faisait partie de la répression qui a suivi le 20 juillet. Bien qu'il ne fût pas l'un des conspirateurs, son profil de général, qui dans le passé avait désobéi aux ordres, en faisait une cible de la purge. Pour le régime, l'éliminer était un avertissement pour tous les officiers. Même ceux qui n'avaient pas participé au complot pouvaient être exécutés s'ils avaient montré de l'indépendance à un moment donné. L'impact de sa mort s'est fait sentir dans les cercles militaires qu'il avait connus depuis la Première Guerre mondiale. Certains l'ont considéré comme un rappel des conséquences que pouvait avoir le fait d'agir avec son propre jugement dans un système basé sur l'obéissance inconditionnelle. Pour le régime, en revanche, son nom a été réduit à une simple note dans les archives officielles, sans mention publique au-delà de l'indispensable. L'épisode de Germersheim représenta le point culminant de la carrière de Sponeck. En l'espace de quelques années, il était passé d'être décoré de la Croix de Chevalier à mourir exécuté sur ordre d'Himmler. La brièveté de la procédure, l'absence de procès et l'interdiction de funérailles furent des traits caractéristiques de la vague répressive qui s'étendit après l'attentat contre Hitler. Le transfert de ses restes à Dahn après-guerre a permis que sa mémoire soit intégrée dans la narration militaire allemande de la guerre. Sa tombe, aux côtés de celle d'autres généraux, symbolisait la destruction de l'armée dans les dernières années du conflit et l'inclusion d'officiers exécutés dans le même cadre que ceux qui étaient morts au combat. La mort de Hans Graf von Sponeck, le 23 juillet 1944, faisait partie d'une série d'exécutions que le régime a menées après l'échec de l'attentat. Son profil, différent de celui des conspirateurs actifs, montrait l'ampleur de la répression, qui ne s'est pas limitée aux responsables directs, mais a également atteint ceux qui, dans le passé, avaient remis en question par leurs actes la politique de discipline absolue. L'échec de l'attentat du 20 juillet 1944 a ouvert une période de répression systématique au sein de la Wehrmacht. Adolf Hitler, convaincu que l'armée était infiltrée par des officiers déloyaux, a confié à Heinrich Himmler et à la Gestapo l'élimination de tous les impliqués et de ceux qui avaient montré la moindre ambiguïté. En quelques semaines, des centaines d'officiers ont été arrêtés, interrogés et condamnés. La répression ne s'est pas limitée aux conspirateurs directs. Elle s'est étendue à leur cercle d'amitié, à d'anciens collaborateurs et à ceux qui, à un moment donné, avaient exprimé des doutes sur la conduite de la guerre. La purge a atteint les échelons les plus élevés de la hiérarchie militaire. Le maréchal Erwin von Witzleben était l'officier de plus haut rang lié au complot. Les conspirateurs l'avaient désigné comme futur commandant en chef des forces armées en cas de réussite du coup d'État. Son prestige, en tant que vétéran de la Première Guerre mondiale et en tant que commandant lors de la campagne de France en 1940, faisait de lui une figure de référence. Après l'échec, il fut arrêté et amené devant le Volksgerichtshof, présidé par Roland Freisler. Le procès, tenu le 8 août, devint un spectacle de propagande. Freisler interrompait constamment, criait des insultes et obligeait les accusés à comparaître dans des conditions humiliantes. Witzleben, âgé, apparut en uniforme négligé, sans ceinture, et dut tenir ses pantalons d'une main en parlant. Les images furent enregistrées pour renforcer la propagande du régime. La sentence fut la condamnation à mort. Au lieu de la fusillade réservée au haut commandement, il fut décidé de recourir à la pendaison. Ce même jour, il fut transféré à la prison de Plötzensee, à Berlin. Là, il fut exécuté avec du fil de fer, suspendu à des crocs de boucher, aux côtés d'autres accusés. L'exécution fut filmée sur ordre direct de Hitler, qui souhaitait assister aux morts des conspirateurs.
La méthode choisie, lente et dégradante, soulignait le caractère exemplaire de la punition. Un autre des principaux noms était le colonel général Ludwig Beck, ancien chef de l'état-major de la Heer entre 1935 et 1938. Il avait démissionné en signe de protestation contre les plans d'invasion de la Tchécoslovaquie et depuis lors, il restait en contact avec des cercles d'opposition. Dans le plan du 20 juillet, il était prévu qu'il assume la direction de l'État dans un gouvernement provisoire. Pendant la nuit du coup d'État, Beck se trouvait dans le Bendler-Block avec Klaus von Stauffenberg et Friedrich Olbricht. Voyant que l'opération s'effondrait, il demanda la permission de se suicider. Il se tira une balle dans la tempe, mais le coup ne fut pas mortel. Grièvement blessé, il fut achevé sur ordre de Fromm. Sa mort ne fut pas diffusée par le régime, bien que son image soit restée associée au cercle principal de la conspiration. La répression a également touché des officiers qui maintenaient des réseaux d'opposition depuis des années précédentes. Parmi eux se trouvait l'amiral Wilhelm Canaris, chef de l'Abwehr, et le général Hans Oster, son collaborateur le plus proche. Tous deux étaient sous suspicion depuis 1943, lorsque la Gestapo a découvert des activités hostiles au sein des services de renseignement militaire. Canaris avait protégé des opposants et maintenu des contacts avec des secteurs critiques du régime. Il a été arrêté peu après le 20 juillet et accusé de complicité indirecte. Oster, destitué en 1943, a été également arrêté. Après des mois de prison, ils ont été transférés au camp de concentration de Flossenbürg en avril 1945. Le 9 avril, par ordre direct de Himmler, un groupe d'officiers considérés comme particulièrement dangereux a été exécuté. Canaris, Oster, le général Karl Sack et le pasteur Dietrich Bonhoeffer. Ils ont été pendus dans la cour du camp et enterrés dans des fosses non identifiées, suivant la pratique d'éliminer toute trace des opposants. Ces exécutions, réalisées quelques semaines avant l'effondrement du Reich, ont montré la priorité que le régime accordait à la répression interne même lorsque le front était perdu. L'étendue de la purge a également inclus les organisateurs de premier niveau du plan Valkyrie. Le général Friedrich Olbricht a été exécuté dans la soirée du 20 juillet dans la cour du Bendler-Block, aux côtés de Stauffenberg et Werner von Haeften. Le général Erich Hoepner, destitué en 1941 pour désobéissance lors de la campagne russe et ensuite lié à la résistance, a été jugé par le Volksgerichtshof et pendu à Plötzensee. D'autres officiers ont suivi le même destin. Paul von Hase, commandant militaire de Berlin, a été exécuté pour sa participation à l'opération. Alexander von Falkenhausen, gouverneur militaire de Belgique, a été arrêté et interrogé. Et Karl Heinrich von Stülpnagel, responsable militaire en France, a tenté de se suicider après l'échec du coup d'État, devenant aveugle avant d'être arrêté et ensuite exécuté. Même des officiers sans contact direct avec la conspiration ont été victimes d'exécutions sommaires. Dans beaucoup de cas, le simple soupçon ou la relation personnelle avec les conspirateurs suffisait pour être poursuivi. Les sentences étaient prononcées en quelques heures et exécutées immédiatement. Le régime utilisa ces morts comme instrument de propagande. Joseph Goebbels s'assura que les procès présidés par Freisler soient filmés et que les enregistrements montrent les accusés dans des situations dégradantes. L'objectif était d'envoyer un message clair à la Wehrmacht. La trahison se payait par une humiliation publique et une mort douloureuse. Hitler ordonna personnellement que les exécutions de Plötzensee soient enregistrées sur film. Les condamnés étaient pendus avec un fil de fer à piano, méthode choisie pour augmenter la souffrance, et les enregistrements étaient projetés lors de séances privées pour le Führer et son cercle proche. L'effet immédiat a été de renforcer le climat de peur au sein de l'armée. Les officiers qui avaient jusque-là exprimé des doutes sur la conduite de la guerre ont réduit au minimum tout commentaire. La certitude qu'aucun grade, pas même celui de maréchal, n'offrait de protection contre la répression s'est imposée dans la Wehrmacht. Les exécutions de 1944 et 1945 scellèrent le destin d'une génération d'officiers allemands qui avaient occupé les plus hautes fonctions. De Witzleben et Beck à Canaris et Oster, la répression a éliminé tant des opposants actifs que des suspects de manque de loyauté. La politique de Hitler a transformé l'adhésion personnelle en critère absolu et a affaibli l'armée par une purge qui a coïncidé avec l'effondrement militaire sur tous les fronts.